Meilleurs vœux à tous et bienvenue dans ce webinaire de présentation de l'appel à projet épidémiosurveillance étendue pour appuyer la transition agroécologique de conduite des cultures. Lors de ce webinaire, nous allons donc avoir le mot d'accueil, une introduction pour rappeler les enjeux de l'appel pour Ecophyto, notamment aussi au niveau des ministères, donc avec Jordan Barlemont, qui est le copilote ministériel du ministère de la Santé et de la Prévention. Ensuite, nous aurons une contextualisation partielle de cet appel à projet de recherche avec l'intervention de Monsieur Olivier Roussel, donc de la Direction générale de l'alimentation du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Et ensuite, nous aurons présentation des enjeux scientifiques de l'appel par les membres du CSORI, donc le président Monsieur Xavier Rebout, et puis aussi messieurs Antoine Messéan et Philippe Nicot. Et nous ferons un rappel sur les modalités pratiques donc pour cet appel à projet, et ensuite nous aurons un temps d'échange et de questions-réponses sur le contenu de cet appel. Donc je vais laisser la parole à Jordan Barlemont donc, pour vous présenter les enjeux d'Ecophyto. Merci. Oui, bonjour. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, Jordan, on t'entend bien. Ok, parfait. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais être assez rapide, juste pour faire effectivement un petit point sur les plans Ecophyto. Alors, comme vous le savez certainement, les gouvernements successifs en fait, ont cherché depuis plusieurs années à réduire l'usage des pesticides et leurs impacts sur la santé et sur l'environnement. Et donc, tout ça, ça s'est fait notamment via les plans Ecophyto successifs qui ont vu le jour déjà depuis 2007. On a effectivement le premier plan Ecophyto qui a été lancé en 2007-2008 et qui était issu en fait du Grenelle de l'environnement de la même année, avec un objectif, disons, phare, qui était vraiment de diviser par 2 l'usage des pesticides d'ici 2018. Ensuite, en octobre 2015, on a eu, constatant en tout cas que cet objectif ne pourrait pas être atteint, une nouvelle version du plan qui a vu le jour, c'est le plan Ecophyto 2. C'est une version, cette fois-ci, qui misait sur la valorisation et le déploiement des techniques des systèmes économes en intrants, avec cette fois-ci l'atteinte de l'objectif de réduction de 50% qui avait été reporté à l'horizon 2025. Est venu ensuite le plan Ecophyto 2+, qui est venu cette fois-ci renforcer donc le plan Ecophyto 2, en intégrant déjà d'une part les mesures prévues dans le plan d'action interministériel du 25 avril 2018 et d'autre part celle du plan de sortie du glyphosate qui avait été annoncé le 22 juin 2018 également. Donc aujourd'hui finalement on a un plan Ecophyto 2+, qui est copiloté à l'échelle interministérielle. Donc c'est pour ça que vous retrouvez en haut à droite de la diapositive les 4 ministères qui sont copilotes du plan. On a effectivement le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et donc pour terminer, le ministère de la Santé et de la Prévention, avec des ministères qui sont effectivement appuyés par les experts du comité scientifique d'orientation, recherche et innovation, c'est ce qu'on appelle couramment le CSORI. Tout ça pour dire également que le plan Ecophyto 2+, qui est en vigueur aujourd'hui, c'est un plan qui est composé de 6 axes. Et donc, l'appel à projet qui va être présenté aujourd'hui, c'est un appel à projet qui s'inscrit dans l'axe numéro 2. C'est ce qu'on appelle l'axe améliorer les connaissances et les outils pour demain et encourager la recherche et l'innovation. Et de manière très générale, en fait, cet axe 2, cet axe recherche et innovation, c'est effectivement un axe qui est là pour, qui lance en tout cas entre autres des appels à projets de recherche pour mobiliser et structurer la recherche et, in fine, finalement, produire les connaissances qui sont utiles aux politiques publiques en matière de réduction d'usage des pesticides. Voilà un petit peu le panorama global, pardon, et ce dans quoi s'inscrit cet appel à projet qui va vous être présenté aujourd'hui. Très bien, merci Jordan pour ces explications. Eh bien, nous allons passer à la suite, si vous voulez bien, avec Monsieur Olivier Roussel, qui va donc nous présenter la contextualisation de cet appel. Alors, bonjour à tous. Je vais vous parler un petit peu donc, du système national d'épidémiosurveillance. Donc, c'est un réseau qui est financé par Ecophyto et qui aujourd'hui observe environ 15 000 parcelles et
édite ce que vous connaissez peut-être, les BSV, bulletins de santé du végétal. Alors, ces bulletins de santé du végétal sont périodiques, donc la périodicité dépend un peu de la culture et elle permet d'observer, disons, les cultures, par exemple le blé ou la pomme, et on va ainsi pouvoir observer s'il y a ou pas des ravageurs, les maladies. Alors, ce n'est pas aussi simple que ça parce que finalement, on travaille avec de la modélisation, des observations sur le terrain, des données météo, tout ça combiné, ce qui permet de faire un bulletin de santé du végétal. Et en fin d'année, on fait des BSV bilans qui permettent, disons, de retracer complètement les données qui ont été réalisées sur la culture. Alors ça, c'est la première chose, c'est le premier réseau. Le deuxième réseau, on a un réseau d'effets non intentionnels des pratiques agricoles sur la biodiversité, ce qu'on appelle communément chez nous le ENI. Hein, et là, on surveille 500 parcelles sur 4 taxons. 4 taxons, donc c'est la flore des bords des champs, les coléoptères, les vers de terre et la flore. Donc, et ça permet, disons, et ça c'est un réseau qui est, à mon avis, complètement unique en Europe. Hein, et donc, ces données-là, on travaille sur du long terme pour voir si, finalement, les pratiques agricoles, entre autres phytosanitaires, ont un effet sur ces 4 taxons. Donc, et une dernière partie du réseau, c'est aussi le suivi annuel de l'apparition des résistances, donc des bioagresseurs à des substances chimiques. Voilà, la suivante. Donc, aujourd'hui, le réseau national de surveillance va s'adapter parce qu'on s'est rendu compte que finalement, il ne fallait pas louper, disons, l'objectif éco-phyto. Hein. Donc, on va avoir une nouvelle base, un nouveau système informatique qui va permettre, disons, de mieux centraliser les données et d'avoir moins de problèmes d'interaction entre les bases, sachant que les opérateurs rentrent leurs observations dans des bases particulières et le tout est synthétisé dans une autre base. Alors, ça, c'est une évolution parce qu'on s'est rendu compte que la base qui était actuellement utilisée par le ministère de l'Agriculture avait de gros problèmes de compatibilité. Et donc, on a choisi de changer, et c'est Vigiculture 2.0 qui va faire cet effet-là prochainement. Donc, toutes les cultures ont été ordonnées entre 3 couples. Hein. Donc, on a une liste nationale des cultures qui est importante pour Ecophyto et pour l'importance. Un deuxième socle donc, qui est pour les enjeux phytolocaux. Par exemple, on va prendre l'exemple du houblon en Alsace, où c'est une culture importante. Hein, et on peut avoir aussi des intérêts export qui sont importants sur certaines filières, comme l'orge, par exemple, qu'on exporte sur la Chine, où les exigences sont particulières. On a aussi un intérêt One Health. Là, par exemple, une plante envahissante comme le datura, qui peut poser des problèmes dans l'alimentation, hein, sachant que les graines sont très fines et on a des problèmes pour les trier. Hein. Et le socle 3, donc aujourd'hui, on a la surveillance officielle des organismes de quarantaine, par exemple, qui demandent d'être surveillés pour éviter l'entrée sur le territoire. Et ainsi aussi, si on lutte rapidement contre ces entrées, on peut faire de grosses économies de phyto, parce que si on les arrête tout de suite, si on arrête l'introduction de ces parasites au départ, on peut ainsi limiter les traitements. Alors, le BSV, donc bulletin de santé du végétal, hein, donc aujourd'hui, on va vers une évolution importante. Donc, on va vers une intégration d'informations biodiversité, beaucoup plus d'informations. On a aujourd'hui aussi lancé un grand atelier sur les notes nationales biodiversité. Aujourd'hui, on a fait vers de terre, flore des champs. Le but étant, à 1 an, de faire
une note tous les mois sur ces sujets-là. On cherche aussi des inputs biodiversité fonctionnelle. Ça, c'est beaucoup plus difficile à mettre en place, mais on a bon espoir. Donc, on va avoir un BSV plus agroécologique avec des indicateurs de biodiversité fonctionnelle au général. Hein. On va avoir des informations beaucoup plus importantes qui seront cliquables dans les BSV pour que les gens puissent avoir des idées sur les méthodes alternatives aux produits phytosanitaires, par exemple. Hein. Et le but aussi, c'est d'élargir l'assiette du lectorat. Aujourd'hui, il faut être clair, on a essentiellement des agriculteurs et des conseillers agricoles et un peu de chercheurs. Le but étant d'ouvrir beaucoup plus aux ONG, aux étudiants et à d'autres chercheurs. Et le problème aujourd'hui, ça va être la simplification des protocoles parce que chaque culture qui est observée par des protocoles extrêmement précis. Et si on veut augmenter le nombre de personnes qui puissent observer, il va falloir les simplifier un peu pour qu'on ait plus de données. On va perdre en qualité de données, mais on va compenser par le nombre de données, qui est important. Le nouveau SI, je vous en ai déjà parlé, hein, donc ce qui va permettre de normalement fluidifier les flux informatiques. Alors, les évolutions du réseau ENI, donc, hein, on va avoir une page écophytopique qui va regrouper l'ensemble des documents produits. Alors, jusqu'à maintenant, chaque région produisait son document qui n'était pas forcément centralisé. On s'est rendu compte qu'on avait des documents de grande valeur qui n'étaient malheureusement pas utilisés ou pas connus de tous. Donc, la page écophytopique va vraiment permettre de regrouper tous ces documents qui sont produits et qui auront un grand intérêt pour tous. Hein. Et on va aussi ajouter les notes nationales de biodiversité. Alors voilà, dans le BSV, des évolutions. Hein. Donc, on va avoir plein de choses nouvelles. Hein. On va bien sûr parler des cultures, parler des méthodes alternatives, parler des résistances, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et tout ça, ça va faire partie, disons, du BSV intégralement. Et on est capable demain de vous dire, hein, au regard des modèles, par exemple, on est capable, on devrait ne pas traiter. Voilà un exemple. Ou inversement, les conditions météo sont très défavorables. Attention, là, les modèles disent que l'explosion des spores réalisée, donc il faudrait, dans ce cas-là, inversement, pouvoir traiter pour éviter l'expansion de la maladie. La suivante, s'il vous plaît. Alors là, vous avez un autre exemple de BSV, enfin vous aurez le diapo, hein, c'est juste pour bien montrer qu'on reprend dans ces BSV des sujets d'actualité comme les punaises phytophages. Vous connaissez certainement la punaise diabolique, hein, qui fait beaucoup parler d'elle. Et on a aujourd'hui, donc, toutes ces choses-là sont importantes à remettre dans le BSV, relativiser l'importance de certains ravageurs. À l'inverse, rappeler que certains ravageurs qui étaient devenus faiblement nuisibles, reprennent du poil de la bête. Bon, passez-moi l'expression. Mais donc, on voit aussi comme ça une évolution importante. Et il faut bien préciser aussi que les BSV, aujourd'hui, quand on voit les évolutions des lecteurs de BSV, on a vraiment une courbe ascendante très forte. Et on voit que finalement, on touche aussi bien les agriculteurs que les conseillers. Et c'est vraiment, aujourd'hui, on a le vent en poupe. Il y a vraiment une progression extrêmement importante des lecteurs. Alors là, vous avez un exemple de note nationale biodiversité. Là, on prend un seul sujet et on fait le tour de la question. Donc là, vous avez les vers de terre et vous avez de nombreux liens cliquables qui permettent d'aller plus loin si vous désirez avoir plus d'informations, ce qui permet d'avoir une lecture relativement fluide. Et si les gens sont intéressés par le sujet très précisément, les liens permettent
d'approfondir le sujet. Donc là, c'est bien un objectif 2023 hein, de faire paraître une note de biodiversité tous les mois. On a lancé le chantier cette année, ça s'est révélé un petit peu plus compliqué que prévu, mais je pense qu'on va attraper l'allure de croisière cette année dès le mois de janvier. Alors, qu'est-ce que nous avons comme ressources disponibles? Aujourd'hui, on a les protocoles nationaux d'observation, comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc, par exemple, dans un protocole, vous devez observer 10 arbres, battre les branches pour observer s'il y a des insectes, etc. Ça, c'est une première possibilité. Hein. Donc, on voit là, ces protocoles vont pour certains être simplifiés, d'autres, on va ajouter des rubriques concernant les auxiliaires. Hein. On a tout un ensemble de modèles épidémiologiques existants. Donc, par exemple, vous avez une modélisation, je vous prends l'exemple de la tavelure, où en fonction de l'humidité sur les feuilles, et de la quantité de spores, on a une potentialité de développement de la maladie ou pas. Ce qui permet de limiter les traitements si le modèle dit qu'il y a peu de risques ou pas de risques. Nous avons aussi une base de données Epiphyte Extract qui reprend presque l'ensemble de ces données qui ont été collectées par le BSV hein, et qui sont anonymisées, donc utilisables sans aucun problème pour la recherche. Et il suffit de faire la demande pour avoir accès à cette base de données. Ça a été ouvert cette année, ça a été ouvert l'an passé, et on a de nombreuses demandes concernant l'accès à cette base de données. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut fournir aujourd'hui pour aider la recherche, pour pouvoir travailler et pour nous aider à encore réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. La suivante, s'il vous plaît. Ah, c'est la dernière. Donc, ce qu'on recherche, voilà ce qu'on recherche aujourd'hui. Ce sont des données concernant la biodiversité fonctionnelle, des travaux sur le nouveau modèle, et on est ouvert à toute proposition pour nous aider à communiquer plus facilement. On a un bon support qui est bien lu et qui permet vraiment d'avoir un vrai contact avec les agriculteurs et les conseillers agricoles. D'ailleurs, je vous invite tous à le lire. Vous pouvez, les BSV sont disponibles sur les sites des DRAF, sur les sites des chambres d'agriculture et éventuellement sur les sites des FRODON. Voilà, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, Monsieur Roussel, pour cette contextualisation. Et on aura une séance de questions-échanges à la suite de la présentation. Donc, on peut passer maintenant à la présentation des enjeux scientifiques de l'appel. En commençant par l'articulation déjà avec l'existant. Si je laisse la parole à Xavier Rebout. Merci beaucoup. Donc, je suis Xavier Rebout, je suis président du comité scientifique d'orientation, recherche et innovation en charge du montage de cet appel. Et donc, sont présents et ayant beaucoup travaillé aussi sur d'autres membres du CSORI, notamment donc Antoine Messéan et Philippe Nico, qui ont beaucoup bossé sur le montage de cet appel en particulier. Voilà, merci à tous d'être là, puis surtout un grand merci à Olivier Roussel pour avoir dressé le panorama de l'épidémiosurveillance et de ses évolutions. Elle montre qu'il y a déjà des besoins d'actions de recherche pour accompagner toutes ces démarches et ou des possibilités de valorisation. On voit bien aussi que l'épidémiosurveillance est une occasion de réaliser des actions de recherche ayant des applications très concrètes pour un public averti évidemment, mais donc qui permettent de faire facilement ce pontage entre des travaux d'observation et potentiellement des implications sur le terrain. Alors, je vais revenir un tout petit peu sur quelques éléments du contexte. On va le voir, évidemment, il y a l'articulation avec l'existant qui est sous vos yeux, mais je vais revenir un tout petit peu sur quelques éléments en amont de ça. Le premier pour dire qu'on avait identifié au sein du CSORI que l'épidémiosurveillance était un point important. C'est un axe dans lequel il y a des évolutions régulières
notamment liées à l'acquisition du numérique et aux puissances de calcul des ordinateurs. La moitié des éléments de l'épidémiosurveillance viennent des observations de terrain, l'autre moitié, en gros, découle de la mobilisation de simulations sur ordinateur qui aident à faire des prévisions. Et en fait, l'épidémiosurveillance, c'était un de nos éléments de base, contient les germes de sa propre limite dans la mesure où, en indiquant un risque, il peut conduire à vouloir intervenir sur les parcelles et donc faire, a priori, quand on est dans le contexte éco-phyto, il reste 50% de phyto à la fin. Ça veut dire qu'il y a quand même besoin d'essayer de mieux définir les éléments de cadrage de ces utilisations-là. Et donc, bien sûr, on espère tous que l'épidémiosurveillance peut aider les agriculteurs à agir à bon escient, au bon moment, avec les bons produits aux bonnes doses et dans le bon contexte. Mais on sait aussi que face à un risque majeur généralisé, le fait que les autres traitent peut amener certaines personnes à se poser la question de savoir s'ils font le bon choix. Voilà. Donc, il y a toute cette difficulté autour de donner une information sur le risque et tout en espérant que ça clarifie quels peuvent être les bons usages. Voilà. Et donc, ce qu'on peut constater, c'est que l'épidémiosurveillance a du mal quand même encore à s'inscrire dans une logique de l'Integrated Pest Management qui disait traitement chimique en dernier recours. Et donc, c'est tout ça qu'il faut essayer de faire progresser. C'est pour ça que c'est un axe important d'Ecophyto. Voilà. Et notamment, ce qu'on voyait bien, c'est que dans sa formulation actuelle, l'épidémiosurveillance a quand même encore des difficultés à rendre suffisamment compte des modulations apportées par les actions préventives, par exemple. Voilà. Donc, si on caricature, en fait, un message d'épidémiosurveillance, c'est un peu le même pour tout le monde, évidemment, moyennant de dire dans quelle région ça s'applique et sur quelle culture. Et du coup, c'est peu modulé ou pas assez modulé par les actions apportées par les uns et les autres. Voilà, donc c'est un message qui est souvent très axé sur la météorologie et on pourrait entrer en considération, enfin, on voudrait rendre compte d'autres dimensions qui sont sans doute tout aussi importantes. Voilà, par exemple, au cours de la dernière décennie, on a vu l'acquisition de données satellitaires se généraliser et surtout être mise à disposition de tout un chacun. Et donc, ces données satellitaires, elles donnent des éléments de contextualisation paysagère qui peuvent entrer en ligne de compte pour moduler, améliorer, préciser le risque. Mais si on le fait, évidemment, en intégrant les données de satellite dans la modélisation, eh bien, on voit bien que du coup, il faut adapter le conseil, enfin, ou l'analyse du risque aux coordonnées géographiques de la parcelle que l'agriculteur cherche à suivre. Et donc, à partir du moment où on doit adapter aux coordonnées géographiques locales, alors pourquoi ne pas étendre ça à d'autres variables qui modulent le risque? Bref, vous voyez qu'en fait, il y a toute une possibilité de développer l'épidémiosurveillance sous d'autres aspects. Et c'est pour ça que nous avons jugé qu'il y avait une masse critique nécessaire de questions et de besoins pour susciter le lancement de cet appel. Donc, si je reviens maintenant aux diapositives, l'articulation à l'existant, c'est qu'effectivement, vous avez vu qu'il y a une surveillance biologique du territoire qui est organisée et qu'elle a comme ambition de s'ouvrir mieux à des enjeux de protection intégrée et notamment de mieux tenir compte des régulations biologiques et des régulations naturelles possibles. Pouvoir étendre aussi le conseil et les informations à un public élargi, ça nécessite d'étendre au-delà des ravageurs à la biodiversité fonctionnelle. Tout ça peut s'inscrire dans la volonté d'avoir des pratiques plus durables et donc de mieux aider à tenir compte des problèmes de résistance des bioagresseurs à des produits phytopharmaceutiques. Bref, une information qui au départ est très centrée sur les bioagresseurs et une culture devrait s'étendre de manière généralisée à un réseau d'interaction au sein d'un écosystème de culture. J'espère que j'ai été clair là-dessus, mais évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est vers ça qu'il faut a priori tendre.
Et donc, l'autre aspect, c'est que la présence de bioagresseurs ne signifie pas qu'il y a forcément risque. Et donc, on voulait qu'on essaye d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse de ce qui peut être la cause de dégâts. Il peut y avoir, dans certaines situations, présence d'un ravageur sans que ça nécessite une intervention, surtout si les régulations biologiques sont présentes et sont susceptibles d'absorber le risque épidémique. Voilà, donc par rapport aux objectifs généraux poursuivis, eh bien, on veut effectivement inscrire cet appel à projet dans la protection intégrée des cultures, en incluant la santé des cultures évidemment, mais dans un contexte éventuellement un peu plus large, où la santé de l'environnement et même la santé unique, le One Health anglais, puissent être de plus en plus la cible, et qu'on puisse le suivre à travers l'analyse des régulations biologiques dans un contexte spécialisé où on a à la fois les informations climatiques, mais aussi les informations du contexte agronomique. Et ça nécessite de pouvoir rajouter de nouvelles données. Et puis l'autre point, c'est de permettre évidemment que ces éléments-là puissent être mieux intégrés à d'autres sources de données et ou s'articuler avec d'autres données, parce que nous pensons que l'épidémiosurveillance, comme l'a souligné aussi Olivier Roussel, est une source, est une richesse majeure de compréhension du fonctionnement des agroécosystèmes. Bref, toujours est-il que du coup, nous avons essayé de résumer ça dans 3 grands enjeux qui nous semblent un peu les bases qui sont revenues le plus souvent et qui, à ce titre, constituent certainement l'appui et les éléments concrets de cet appel. Donc, le premier enjeu, c'est qu'on puisse essayer d'avancer dans un suivi étendu qui, au lieu de regarder des ravageurs, essaye d'intégrer cela dans une approche agroécologique dans laquelle les régulations biologiques peuvent éventuellement être en mesure de contrôler à elles seules les ravageurs. Et donc, au lieu de suivre le risque pour les cultures, on soit en mesure de plus en plus souvent de mettre en évidence que les interactions biologiques sont en place et qu'elles sont susceptibles d'apporter les régulations dont on a besoin. La seconde, c'est qu'il y a eu des évolutions technologiques quand même importantes dont on voit peu la marque. De plus en plus de capteurs existent. Des réseaux météorologiques d'amateurs se sont mis en place. Il y a des capteurs embarqués maintenant sur de nombreux équipements. Bref, il y a de la technologie et du numérique et on a à ce stade encore peu vu les preuves que leur mobilisation peut permettre, dans le cadre de l'épidémiosurveillance, peut permettre d'automatiser un suivi et peut permettre d'étendre l'évaluation au fonctionnement agroécologique de l'agrosystème. Donc, toute cette partie technologique est susceptible de révolutionner l'épidémiosurveillance et ça soulève de nombreuses questions de recherche sur comment est-ce qu'on intègre ça et aussi comment est-ce qu'on restitue les résultats, comment est-ce que l'on met en réseau les capteurs si c'est l'outil par lequel on passe. Et enfin, on a vu que les modèles épidémiologiques étaient souvent construits sur la météorologie, mais d'autres informations sont disponibles ou peuvent être disponibles. Et notamment, j'ai parlé des données satellitaires, mais il y a d'autres informations relatives à la spatialité et ou à l'état de la biodiversité qui sont susceptibles de venir intégrer cette analyse. Et donc, c'est une prédiction épidémiologique étendue que l'on souhaite. Donc, si on rêve, demain, un agriculteur, il va voir l'épidémiosurveillance comme aujourd'hui dans un bulletin général. Et s'il a besoin de précision, on pourrait imaginer qu'il aille sur un site Internet sur lequel il va retrouver cette même information, mais qui va lui donner le droit de rentrer des informations qui sont susceptibles de moduler le risque général qui est proposé, avec des questions autour du choix de ces variétés. Est-ce qu'elles sont des variétés résistantes à des maladies ou pas, en fonction des dates d'intervention, en fonction des nombres de pratiques qu'il a déjà réalisées. Et en rentrant ces informations,
le risque qui est proposé général soit modulé de telle manière que les actions préventives qui permettent de diminuer le risque puissent trouver dans cette facette d'interaction entre le BSV général et les utilisateurs une place privilégiée pour aider à mieux cadrer les véritables besoins d'intervention. Prochaine diapositive, s'il te plaît, Sonia. Voilà, donc du coup, c'est tout ça qu'on a mis dans cet appel. Ça faisait beaucoup de choses. En gros, qui je résume, c'est que si les gens sont susceptibles de nous proposer des améliorations sur l'épidémiosurveillance pour qu'elle s'inscrive dans une logique d'agroécologie, qu'elle intègre mieux les avancées technologiques et qu'elle rende mieux compte des actions préventives, alors cet appel à projet est fait pour vous. Les projets sont classiquement limités à une durée de 3 ans maximum pour une enveloppe financière du même ordre de grandeur que ce que l'ANR peut apporter, soit 500 000 € maximum, avec l'intention, au moins au départ dans la maquette budgétaire, de financer 5 projets de ce type-là si c'est très intégré. C'est ce qui nous semble le plus performant possible. Et donc, les livrables, c'est qu'effectivement, dans les appels à projets, on puisse trouver quels sont les concepts qui sont mobilisés. Pardon, voilà. Qu'on puisse trouver quels sont les concepts qui sont mobilisés, les outils qui viennent s'articuler au système d'épidémiosurveillance, que l'on puisse avoir sur un mini-dispositif une mesure de l'avancée que cela permet, et donc une preuve expérimentale adossée à cette nouvelle conception, que l'on voit si ce dispositif est susceptible de répondre à un élargissement des formats de sortie et ou des utilisateurs types, avec d'autres applications potentielles, notamment touchant les CEPP, par exemple, les certificats d'économie de produits phytosanitaires, et puis que ces éléments-là puissent être repris par les acteurs des filières, avec, comme dans la majorité de nos appels à projets, la volonté qu'il y ait à la fois des sorties académiques, nous finançons de la recherche et de l'innovation, et potentiellement des capacités à apporter des solutions les plus reprenables possibles par un repreneur, et donc ayant en ligne de mire une forme de fonctionnalisation possible qui permette d'apporter rapidement des nouveaux leviers pour les agriculteurs de manière directe et ou via notre capacité à renseigner les pouvoirs publics et ou à rentrer dans le cadre de l'enseignement. Je vous rappelle qu'il y a aussi un enseignement délivré dans le cadre d'Ecofito qui peut être l'occasion de former des nouveaux agriculteurs à cette nouvelle épidémiosurveillance qui là aussi peut donc du coup faire l'objet d'une articulation entre recherche et enseignement. Voilà pour les grandes lignes de ce que nous avons visé. L'appel est ouvert de manière très large à des consortiums. L'idée, c'est bien de rester sur un apport scientifique, sur des caractères de recherche et d'innovation. Et donc, pour pouvoir répondre à cet appel, il faut que les partenaires apportent des compétences complémentaires avec des équipes de recherche, au moins une équipe de recherche académique, un partenariat multiple, concepteurs, scientifiques, acteurs, porteurs de levier. C'est quelque chose que l'on apprécie en général et qui donne lieu à un avis souvent très positif des rapporteurs et donc qui accroît assez fortement le degré de succès de ces projets un peu transversaux. La pluridisciplinarité scientifique est évidemment quelque chose qui là aussi est a priori attendu en croisant des données d'écologues pour ce qui relève des
suivi des régulations naturelles et du fonctionnement des écosystèmes, mais aussi à tout ce qui peut toucher à la manière de rentrer ces informations-là en ligne de compte dans des pratiques, dans des partages d'informations, éventuellement dans des labels, et donc on étend l'épidémiosurveillance à tout ce qui peut toucher aux sciences sociales, à l'économie. La modélisation, évidemment, a toute sa place. Et puis, si les laboratoires sont souvent des laboratoires publics, ce n'est absolument pas un critère de passage obligé. Et l'appel est donc ouvert très largement à des acteurs publics, privés et associatifs. Très bien, merci beaucoup Xavier. Je ne sais pas si Antoine et Philippe veulent rajouter des éléments ou si on peut passer aux modalités pratiques donc de cet appel. C'est tout bon? Merci Sonia. Pour moi, c'est bon. C'était Philippe. Okay. C'est bon, c'est parfait. Ok, merci beaucoup. Alors, concernant le rappel donc, des modalités pratiques, le calendrier, donc normalement vous retrouverez ce calendrier sur la page de l'appel du projet. Mais pour le 10 avril 2023, c'est la date limite de réception des lettres d'intention donc sur le site de dépôt démarche simplifiée. Ensuite, entre avril et mai 2023, il y aura une évaluation, une sélection des lettres d'intention. Pour avoir un séminaire de co-construction le fin mai 2023 sur les projets sélectionnés sur ces lettres d'intention. Suite à ce séminaire, il y aura une date limite de dépôt des projets complets, donc toujours sur le site de dépôt démarche simplifiée. Donc là, ce sera en mi-juillet 2023. Et ces projets complets seront évalués de juillet à septembre 2023 pour ensuite arriver en fin d'année 2023, donc octobre à décembre, avec la contractualisation des projets entre l'OFB et les porteurs des projets. Donc voilà pour le calendrier. Et ensuite, je vais laisser la parole à Caroline qui va vous détailler un peu plus les attendus sur la lettre d'intention. Alors, pour candidater à cet appel à projet, il faut nous transmettre vos lettres d'intention sur le formulaire dédié de démarche simplifiée jusqu'au 10 avril. Les lettres d'intention doivent comprendre les objectifs détaillés argumentant le positionnement par rapport à l'appel à projet. Le texte de l'appel est disponible sur Ecofit Topic et sur le démarche simplifié. Je vous ai mis le lien dans le chat de l'appel. Il faudra aussi nous montrer l'originalité, le caractère novateur du projet, les liens avec d'autres projets passés ou déposés, y compris en dehors d'Ecofito, vos questions et hypothèses scientifiques que le consortium se propose de traiter, la méthodologie que vous allez utiliser, vos partenaires, les compétences, les moyens humains et la structuration du consortium, les résultats que vous attendez de ce projet, les livrables et la valorisation envisagée. Mettre aussi en lien votre projet par rapport aux objectifs du plan Ecofito 2+, et vos principales références bibliographiques du consortium en lien avec le projet. Vous trouverez un modèle de lettre d'intention sur la page de l'appel et sur le formulaire de dépôt démarche simplifiée. Vous trouvez tous les liens sur la page Ecofit Topic de l'appel à projet que je vous ai mis dans le chat. Et juste pour compléter, donc pour des questions, plus administratives et financières, donc sur le montage de vos projets, il y a une FAQ dont il y a le lien aussi sur le PowerPoint qui sera aussi disponible, où il y a une FAQ qui permet de répondre déjà à pas mal de questions pour vous aider, pour vous guider sur les montages financiers et questions administratives. Et vous avez bien sûr notre adresse générique pour nous contacter pour toute question.
Voilà, ben merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et maintenant, c'est à vous. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Et n'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions. Donc, on essaiera d'y répondre du mieux qu'on peut. Qui se lance? Vous m'entendez? Oui, on vous entend, Philippe, allez-y. Bonjour, Philippe Rollet de la DRAF Nouvelle-Aquitaine, Australe. Merci pour cette présentation. Et je suis particulièrement intéressé par ce qui a été dit au préalable sur ce fameux réseau d'épidémiosurveillance qui a été constitué depuis des années. Je complète simplement ce qui a été dit par mon collègue Roussel, c'est que ces BSV sont très demandés par les techniciens pour avoir cette évaluation du risque qui, même si elle n'est pas parfaite, a toujours permis de limiter les traitements, contrairement à ce que certains ont dit. Je pèse mes mots en disant cela. Par contre, la présentation que tu as faite en particulier concernant les imperfections, les choses à rajouter pour pouvoir avoir une épidémie qui nous permette de limiter les traitements me semble tout à fait intéressante. Effectivement, alors je reviens sur un point qui est la météo. La météo, on est en train de revoir ça au niveau du BSV 2.0, mais le fond du problème est qu'il nous faut une météo, et même si on a beaucoup progressé et que elle nous arrive maintenant de manière tangible avec des données satellitaires, le problème, c'est pas données satellitaires ou pas, c'est l'échelle à laquelle la météo est donnée. Le vrai problème, il est là. Et quand on a des accidents climatiques comme on a aujourd'hui, quand on a le gel, la grêle qui passe, on le voit bien à une commune près, à l'intérieur d'une commune, on peut avoir des situations complètement différentes. Il en est de même pour les attaques de mildiou, de idiome ou autres sur vignes, par exemple, que je suis plus particulièrement. Donc ce point est important, mais il est encore plus important de régler le problème de l'échelle à laquelle ces situations sont données. Et interpréter ensuite, justement, pour avoir une meilleure modélisation des risques. Hein, ça, c'est un peu important. Alors, tu as raison, il y a des capteurs qui sont en jeu, qui existent de plus en plus, que ce soit sur des insectes, mais aussi là sur le mildiou de la vigne qui est en travail. C'est quand même assez encore un peu expérimental. C'est-à-dire qu'on n'a pas justement, on n'est pas encore au temps où on peut pratiquer ça sans problème et le donner à plein d'organismes qui sont très bonheurs et qui vont les tester en ce moment, mais qui ne sont pas encore en fiabilité totale. Donc il y a aussi ce pas de temps. Donc si l'appel à projet peut aussi arriver à fiabiliser, j'allais dire, l'utilisation de ce type de matériel, ça me paraît particulièrement important. C'est le deuxième point que je voulais signaler. Le troisième point, enfin, c'est concernant toutes ces données. Le vrai problème, c'est quoi? On l'a vu avec Epifit, on peut le regarder avec d'autres bases de données diverses et variées. Le problème, ce n'est pas de constituer des bases, c'est d'avoir des données noires. C'est qui les utilise. Et aujourd'hui, qui a la compétence pour utiliser ces données? Et je crois que là-dessus, l'épidémiosurveillance souffre d'une chose que je vais dire de manière très simple, c'est qu'il y a peu d'agronomes aujourd'hui qui sont en compétence sur ces sujets-là, capables d'interpréter les niveaux de seuil ou autres qui sont très importants à respecter pour avoir au moins ces fameux traitements qu'on voudrait supprimer petit à petit. Donc là, il y a aussi derrière, je le souligne peut-être, un côté formation, un côté rééducation, on va dire, hein, de gens qui, sur ces sujets, ne sont plus complètement moteurs. Voilà ce que je voulais dire sur ces 3 points. Merci beaucoup. Eh bien, merci pour votre intervention. Je crois qu'effectivement, vous avez dit des choses auxquelles on adhère. Bien sûr, on est convaincu de la valeur du BSV. C'est pour ça qu'on pense que c'est important de continuer à investir dessus. Hein. Donc, ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. Il y a des limites et on peut améliorer des choses. C'est pour ça qu'il y a des besoins de continuer à travailler. C'est pas pour ça que le BSV, en moyenne, ne donne pas satisfaction. On est bien d'accord sur son importance. Alors après, de fait, bien sûr, les capteurs, ça reste du domaine de la recherche. Et l'idée, c'est bien qu'on puisse avoir, et c'est bien comme ça qu'on a organisé l'appel, des dispositifs expérimentaux dans lesquels des capteurs qui seraient très chers et que les agriculteurs n'achèteraient pas, mais qui peuvent être mis en place pour un réseau de taille limitée dans le cadre d'une expérimentation,
puisse montrer quels bénéfices on peut en attendre. Et de ces prototypes, s'il s'avère que le bénéfice est suffisant, imaginez derrière qu'il y aura une montée en puissance et un prix d'accès à cette technologie qui devienne de plus en plus accessible à tout le monde avec des économies sur les volumes. Alors après, oui, bien sûr, il restera des hétérogénéités qu'on n'essaiera jamais de capter. Le cas de la grêle est sans doute un très bon exemple. Je ne crois pas qu'on soit en mesure de descendre à des grains très très fins. En revanche, le fait d'ouvrir la possibilité de faire un message, à partir d'un message général, une adaptation de l'évaluation du risque à des conditions locales peut permettre de prendre en considération une part des spécificités locales. Et donc, est-ce qu'elle résulte de l'agencement de la parcelle et des haies et de massifs forestiers, ou est-ce qu'elle résulte de couloirs aériens qui font que la pluie a plutôt tendance à passer souvent à cet endroit-là et peut-être un peu moins à d'autres? Tout ça, on n'en sait rien, ça peut rester pour voir, mais ça peut donner lieu à des améliorations sensibles, substantielles des modèles. Il y a quelques travaux scientifiques qui vont dans ce sens, et c'est bien cette possibilité d'en faire profiter le plus grand nombre qui nous semble important. Et le dernier point que vous avez mentionné fait aussi partie de notre appel, même si je ne l'ai pas mis assez en avant, c'est qu'au-delà d'améliorer les vidéosurveillance, un des points qui nous semble majeur, c'est de travailler sur le format de la sortie, c'est-à-dire trouver sous quel aspect une carte peut être compréhensible par le plus grand nombre. Est-ce que c'est une carte qui est la meilleure sortie possible? Comment on peut travailler cette question de la compréhension, l'adoption facilitée des résultats d'épidémiosurveillance par un public à la fois néophyte d'un côté et éventuellement avec une capacité à aller un peu plus loin pour un public expert, donc peut-être avec 2 degrés de lecture. Tout ça, c'est des vraies questions en soi et elles nous semblent totalement éligibles dans le périmètre de cet appel. Alors, si je peux me permettre, donc je disais que, rappel dans tous les BSV, on rappelle aux agriculteurs d'aller observer leurs parcelles parce qu'on peut faire toutes les modélisations du monde, toutes les prévisions possibles. C'est vrai qu'au niveau de la parcelle, l'observation est irremplaçable et elle est hyper importante. Deuxième chose, on a aujourd'hui testé des pièges connectés pour Copia japonica dans le cadre d'un partenariat avec un groupe autrichien. Mettre un piège connecté en place, c'est au bas mot 2 voire 4 ans de travail avant que ce piège ne soit efficace. Le prix, je n'en parle pas, c'est déjà rien que mettre en place des pièges connectés qui fonctionnent et qui puissent être abordables, eh ben c'est beaucoup de temps. Donc ne rêvons pas. Et chaque piège sera spécifique d'un ou 2 insectes. On a aujourd'hui un réseau de pièges lumineux qui permet de capturer un grand nombre, essentiellement des lépidoptères et des coléoptères, mais je veux dire, c'est pas sélectif du tout, donc on n'est pas capable. Le piège spécifique coûte très cher. Donc il faut faire attention à ne pas tomber dans le piège, disons, de vouloir tout informatiser parce qu'on risque d'avoir des explosions de coûts non proportionnés et par rapport aux intérêts qu'on pourrait avoir. Donc, prudence, l'observation sur le terrain, c'est quand même extrêmement important. Il ne faut pas perdre ça de vue, même si, et je suis tout à fait d'accord, que l'environnement des parcelles est extrêmement important pour mieux comprendre la biodiversité et les interactions avec celle-ci. Est-ce que je peux me permettre de rebondir, Christophe Coubal, à propos de l'observation? Donc, il y a de moins en moins, on manque beaucoup cruellement de seuils d'observation dans les BSV. Et c'est un domaine qui manque pas mal. Autrefois, on avait de l'échantillonnage séquentiel qui permettait de réduire le nombre d'observations à son strict minimum.
et on encourageait à aller observer les parcelles et s'arrêter à temps si on n'avait rien trouvé. Et ces travaux datent des années 90 plus ou moins, et ça a été un petit peu mis en veilleuse. Et si on incite à observer et à contextualiser l'observation, rétablir des seuils et des méthodes d'échantillonnage plus rapides grâce à l'échantillonnage séquentiel, ça peut faire partie des solutions. Et après, sur le coût des pièges connectés, ça c'est le deuxième sujet, les pièges jaunes sont extrêmement polyvalents, et dès l'instant que c'est de la reconnaissance de forme par une caméra, le surcoût d'une nouvelle espèce n'est que le surcoût logiciel de l'IA. Donc, on n'a pas forcément des surcoûts immenses dès l'instant qu'on a un module adapté pour un nouveau ravageur sur un piège jaune non angulé. Pour l'IA, on n'a pas besoin de mettre de la glu. Hein. On a le problème du papillonnage, qui est un problème de stade derrière à gérer, mais on n'est pas obligé de mettre de la glu dans un piège connecté s'il y a une caméra. Merci pour cet apport. Oui, on est d'accord avec ça, effectivement. Je pense que ça fait partie des choses qui nous intéressent. Et donc, mettre en place un projet dans lequel on mène cette évaluation du surcoût et de la faisabilité de mobiliser des outils déjà existants est parfaitement dans le périmètre. On sait, à travers des travaux australiens, par exemple, qu'il y a un retour aussi sur investissement si le coût de collecte est important, d'aller uniquement consulter les pièges pour lesquels il y a un signal que le piège n'est pas vide et qu'il y a potentiellement quelque chose qui correspond à ce que l'on essaye de suivre, peut permettre des économies très importantes de déplacement. Alors pour l'Australie, dans laquelle les distances sont immenses et où certains territoires sont visités en hélicoptère, on le comprend très bien, mais on pourrait le généraliser. C'est sans doute une des difficultés de l'épidémiosurveillance que de tout vouloir savoir tout le temps et surtout, ça multiplie toutes les dimensions. Donc, rapidement, on explose les degrés de liberté que l'on aimerait avoir à pouvoir capter. Et dans ce cadre-là, tout ce qui peut être automatisé mérite sans doute de l'être, à condition, évidemment, qu'il y ait une forme de bénéfice à le faire. Et donc, la question du retour sur investissement, quel serait le prix du capteur ou quel serait le taux d'adoption de ces capteurs-là sur un territoire pour que ça assure un suivi de qualité. Tout ça, c'est exactement les questions que l'on vise à aborder à travers cette proposition de mettre en place des dispositifs un peu élaborés d'épidémiosurveillance dans le cadre de cet appel. Qui d'autre a des questions? C'est le moment, posez-les. On a encore un quart d'heure ensemble si vous voulez. Et donc, c'est le bon moment. Si on ne sait pas répondre, on essaiera d'élaborer les éléments pour une réponse qu'on pourra mettre après et envoyer à tout le monde ou mettre sur le FAQ. Donc, continuez à nous interroger. C'est exactement pour ça qu'on fait cet exercice. Nous avons des questions dans le chat. On a eu 2 questions. Je vais me permettre de les poser pour les personnes pour que vous puissiez y répondre. La première, est-ce que l'appel est centré exclusivement sur le BSV et la surveillance biologique du territoire ou est-ce qu'il peut également concerner la surveillance des menaces émergentes? Alors, j'ai répondu à Virginie, et bonjour Virginie au passage. Pour les m'assurer que tout le monde ait la réponse. Oui, il n'y a pas de problème. Bonjour. Tu as bien fait, Caroline, il n'y a pas de problème avec ça. Et donc, oui, on dit BSV par raccourci parce qu'effectivement, c'est la base de notre dispositif français. Non, on est sur de la surveillance biologique pour la santé des cultures. Et donc, les risques émergents sont évidemment dans le périmètre. Je vois pas de raison, a priori, de ne pas les considérer. Donc, s'il s'avère que c'est trop de côté, peut-être qu'on posera des questions pour savoir comment ça s'inscrit de manière complémentaire à ce qui peut être fait. Mais a priori, c'est tout à fait dans le périmètre. Et donc, l'autre question de Anne, Zuereb, sur est-il nécessaire pour développer mon projet, j'ai besoin d'avoir un local. Est-ce que la location d'un local est éligible dans le cadre d'Ecofito Plus? Alors, je crois pas sous cet intitulé, enfin, je n'ai pas en tête qu'on ait une rubrique dans la fiche financière qui dise location de salles.
En revanche, on a de la prestation, on a du coût de fonctionnement, et donc ça, a priori, ça ne doit pas être un obstacle de considérer qu'il y a dans les frais de fonctionnement une action visant en fait à couvrir des frais de location. Donc, ne vous limitez pas pour cette question-là. A priori, elle ne pose pas de problème insurmontable. D'accord, merci beaucoup. Ce que l'on ne sait pas faire, c'est couvrir les dépenses de défraiement des agriculteurs si on a des témoins non traités et que du coup ça induit des pertes majeures parce que il y a un problème juridique autour du fait que ça puisse être une aide déguisée. Or, les agriculteurs ont accès à des aides qui font l'objet d'un suivi. Et donc, on a buté très régulièrement sur cette question du défraiement des agriculteurs. Là, en l'occurrence, pour de l'épidémiosurveillance, je ne pense pas que les problèmes se posent trop. Donc, a priori, on écarte cette difficulté. Oui, sauf si on voulait. Alors, excusez-moi, oui, c'est Jean Lieven de Terra Innovia. Est-ce que je peux prendre la parole? Vas-y, Jean, bien sûr. Vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui. Donc, je travaille chez Terra Innovia, à l'Institut technique Oléopro. Alors, je suis rédacteur d'un BSV, moi, en Normandie. J'anime le dossier BSV Vigiculture en interne. Et alors, juste parce que je viens d'entendre là sur l'histoire du défraiement et les difficultés à indemniser des agriculteurs qui seraient intéressés pour travailler aussi pour tout le monde, hein, c'est-à-dire pourquoi pas affiner des seuils de traitement, des seuils de risque, des choses comme ça. Au bout d'un moment, quand on a besoin de connaître la nuisibilité ou des questions d'effet des interactions, hein, j'entendais, et c'est vrai que c'est important, l'état de la culture, l'environnement et la notion de risque et d'incidence, on est bien obligé de passer par la case témoin non traité, quoi. Ça, c'est un petit peu malheureux. Alors, je pense que ça peut quand même avoir un peu sa place dans ce type d'appel à projet, si tant est qu'on puisse avoir un peu de sous, évidemment, mais on va pas débattre là-dessus. Moi, je voulais intervenir sur autre chose. Bon, non, juste sur le coup là, Jean, merci de rappeler ça. Enfin, on est d'accord avec ça, c'est bien pour ça que je le mentionnais. En gros, ça veut dire que ça sera jamais éligible dans la partie financement et plutôt. En revanche, on est sur des financements, sur des projets financés à 75%, et donc ça peut tout à fait être la part qui fait partie de l'autofinancement, et donc à ce moment-là, effectivement, il faut trouver une autre enveloppe financière, sans doute de taille finie. Donc, ça veut dire que des projets dans lesquels il y a eu un défraiement, sans doute on en a financé. En revanche, on ne peut pas le faire apparaître comme une ligne budgétaire explicite sur cet appel Ecophyto parce qu'elle sera rejetée, quoi. Donc, c'est dommage de se faire rejeter son projet juste parce qu'on a mis une ligne qui n'est pas compatible avec ce que l'on est capable de financer avec des sous publics. Ça ne veut pas dire que cette question-là ne peut pas être traitée d'une manière ou d'une autre. Mais enfin, en tout cas, voilà, j'attirais votre attention là-dessus et je comprends bien effectivement la difficulté. C'est pas un hasard. Jean, je te redonne la parole. Merci. Alors, je voulais, alors j'avais pas vraiment de questions, c'était plus une remarque. Donc, nous, on a un enjeu particulier, nous, depuis qu'on anime et qu'on collecte, qu'on fait saisir de la donnée par les gens du terrain, c'est de les fidéliser, de les garder vivants, nos réseaux, hein, dans les différentes régions de France et de Navarre. On a des financements d'ailleurs dédiés pour des observateurs qui ont plutôt été en baisse, hein, ces dernières années, donc c'est pas facile, hein, c'est vraiment un exercice assez fastidieux de maintenir une certaine assiduité. Ma question, c'était, est-ce que dans cet appel à projet, où j'ai bien compris le gros des tenants et des aboutissants, est-ce qu'on se tourne plutôt sur de la valorisation de la donnée, entre guillemets, du passé, collectée dans nos bases, qui quelque part, du coup, n'impacterait pas du tout le futur des observateurs là, à court terme, ou est-ce que ça va aussi, pour les projets qui seraient acceptés, créer du travail en plus pour les gens du terrain, les observateurs du terrain. Et j'insiste aussi sur le fait que, non pas que tous ne veuillent pas travailler un peu plus par rapport à ce qu'ils font, c'est pas la question, c'est qu'ils sont tout simplement pas tous formés à ce qu'on met derrière les lignes ici, c'est-à-dire biodiversité, auxiliaire notamment, j'oublie sans doute d'autres choses, hein, connaissance du contexte paysager,
l'éco-variable, en fait, qui intéresse beaucoup le monde de la recherche pour faire des modèles, ou en tout cas produire la nouvelle forme de connaissance autour de la SBT, quoi. Merci pour ta question, Jean. Ben, évidemment, elle se pose de manière importante pour tout le monde. Donc, d'abord, notre appel à projet de recherche et d'innovation autour de l'épidémiosurveillance, elle ne touche pas à l'enveloppe épidémiosurveillance BSV qui existe par ailleurs. C'est un axe d'Ecofito, même si l'enveloppe financière a diminué. Nous, on n'est pas en substitution de ça et on n'a pas vocation à interférer avec ce qui peut se faire sur le réseau d'épidémiosurveillance. On est là pour apporter au titre de la recherche et de l'innovation des avancées qui soient susceptibles de donner lieu à des améliorations qui puissent, à court ou moyen terme, on va dire, c'est quand même ça, quand même un peu l'ordre de grandeur, être pris en compte pour faire évoluer le BSV dans le sens qui a été défini par un intérêt collectif. Alors évidemment, on sait qu'il y a cette difficulté de fidéliser les acteurs et qu'il y a un problème autour du maintien de l'expertise. Pour avoir travaillé sur cette question, je sais que la première chose qu'a fait le réseau d'épidémiosurveillance, c'est de maintenir la capacité à identifier des ravageurs et puis à avoir des compétences d'agronome et des compétences de pathologie dans les territoires. Et c'est sans doute une partie qu'on a très peu rendue visible, mais qui est extrêmement importante. Alors après, effectivement, je crois que les outils du numérique sont susceptibles d'apporter une aide, mais pas une substitution. Et donc, on peut essayer de regarder comment est-ce qu'on peut appuyer des démarches d'évaluation. De même, le numérique a permis de diminuer les distances et beaucoup d'entre vous êtes sans doute aussi sur des applications du type application de reconnaissance de plantes et ou de la biodiversité de manière plus large, je pense à iNaturalist ou des outils de ce type-là. Et ces choses-là vont être amenées à se développer. Donc, tout ce qui peut toucher les questions de protection des cultures, identification des ravageurs et des auxiliaires peut faire vraiment l'objet de travaux pour essayer d'offrir des outils d'aide et d'accompagnement à l'identification. Alors après, pour la question de la fidélisation, j'ai proposé tout à l'heure, mais évidemment, je n'ai pas eu le temps de le détailler, une des pistes qui nous semblait plus sérieuse, c'est que pour le béotien de base, on lui donne le niveau standard d'information et puis s'il a envie de creuser, il peut. Pour celui qui participe activement au réseau, on peut lui donner un code et qui du coup lui permet d'atteindre un niveau advanced où il a des facilités pour aller éventuellement regarder d'autres éléments et accéder à d'autres observations, par exemple. Dans l'idée du donnant-donnant, vous donnez des données, vous accédez à plus d'informations. C'est la forme sous laquelle ça peut se faire. Donc, je ne dis pas que c'est ça le modèle qui va se mettre en place. Je ne sais même pas s'il est souhaitable. En revanche, il a des mérites, il a marché dans un certain nombre de cas. Ça vaut le coup de regarder quelle pourrait être sa déclinaison dans le cadre de l'épidémiosurveillance. Voilà. Alors, pour répondre à cette chose, aujourd'hui, la base Epifit Extract qui reprend les données nationales anonymisées est disponible sur simple demande. Donc, vous avez aujourd'hui la possibilité d'avoir toutes les données d'épidémiosurveillance à J+24 heures. Donc, dès que c'est saisi dans Epifit, 24 heures après, ça remonte à Epifit Extract. Et vous avez des possibilités aussi de pouvoir faire des observations, avec la rubrique observation, de pouvoir faire des bilans sur une seule maladie, en corrélation avec les bilans, avec les courbes de pluviométrie, et d'autres choses, et des observations sur le terrain. Donc, on peut vraiment aller très loin aujourd'hui. On a des données qui sont utilisables et qui sont ouvertes aujourd'hui à tous sur simple demande. Voilà, donc l'idée là, c'est peut-être sans doute plus de travailler sur comment est-ce qu'on en fait une sortie accessible en quelques clics pour des gens qui n'ont pas cette capacité à traiter de la donnée. Voilà. Alors, justement, cet outil-là, aujourd'hui, avec la rubrique observation, vous pouvez, sans être informaticien, arriver à faire un bilan sur la tordeuse orientale ou sur la rouille du blé d'une manière extrêmement facile. En 10 minutes de temps, vous avez choisi votre région, voire votre canton,
Vous pouvez ainsi choisir votre maladie entre différents protocoles et vous arrivez en moins de 5 minutes à avoir des bilans sur une période donnée. Vous pouvez choisir la période. Donc, on peut vraiment arriver à faire des choses extrêmement simples sans connaître l'informatique et sans être un spécialiste de la gestion des données. Cet outil-là est fait exprès justement pour pouvoir sortir des bilans très rapidement pour aider les gens dans la rédaction des BSE. Merci Olivier pour ces précisions. Éventuellement, rajouter dans le chat le lien pour où est-ce qu'on peut demander l'accès à ces données. Mais enfin, bon, voilà, on peut le faire au-delà des gens qui sont venus écouter ce webinaire de présentation de l'appel. Est-ce qu'il reste des questions? On a encore, disons, 5 minutes, 10 minutes si nécessaire, même plus si par hasard on ouvrait sur des thématiques vraiment importantes. Est-ce qu'il vous reste des questions que vous avez envie de nous poser? Oui, moi j'en aurais une. Donc, Éric Grenier, INRAE. Moi, je me posais des questions par rapport au processus lettre d'intention, séminaire, dépôt de projets finaux. Comment ça allait s'organiser? Est-ce que l'étape de la lettre d'intention était un tant soit peu sélective déjà? Oui, et oui, si oui, quels c'était? D'accord. Et du coup, quels sont un petit peu les critères principaux voilà, qui vont être pris en compte? Et puis après, sur l'étape du séminaire, est-ce que vous pouvez nous en dire plus aussi à quoi est un peu la visée de ce séminaire-là? Merci de nous offrir cette possibilité, Eric, de présenter ce bout-là, parce qu'effectivement, on vous a donné les modalités, mais on ne vous a pas dit pourquoi on fait ça, ni comment est-ce qu'on avait fini par mettre cette affaire-là au point. Moi, l'idée, c'est vraiment que les équipes nous disent dans un document assez court qu'ils ont trouvé un intérêt à cet appel, qu'ils ont envie de faire une proposition, qu'en gros, ce qu'ils cherchent à démontrer, c'est ça, qu'ils ont telle et telle hypothèse derrière, et que, en gros, ils souhaitent faire une proposition qui, du coup, réunisse tel et tel partenaire pour couvrir la capacité à avancer sur le sujet qui les intéresse, et que ça s'inscrive évidemment dans la logique de l'appel et un intérêt pour Ecofito qui reste le financeur de ces travaux-là. Donc, c'est pour ça que l'apport aux objectifs du plan Ecofito garantit qu'il y a une bonne adéquation avec la mobilisation de la redevance pour pollution diffuse qui sert à financer ces appels à projets. Alors, pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait, ça ne sert à rien de faire écrire une lettre, un projet de 15 pages à tout le monde. En général, avec la lettre d'intention, on est en mesure de voir un peu qu'est-ce qui est ciblé, comment ça colle par rapport à l'appel. Et donc, on n'est pas très coercitif à ce stade. On va garder tout ce qui nous semble bien tomber dans l'appel. Et en revanche, dès ce niveau-là, on peut avoir des recommandations pour améliorer la proposition ou accroître ses chances d'être retenu parmi les projets lauréats de l'appel complet. Donc, du coup, ayant retenu les lettres d'intention qui nous semblaient en phase avec les attentes de l'appel, on fait un séminaire dans lequel on revient sur cet appel et ses objectifs, et on fait en B2B un retour à chacun des porteurs d'une lettre d'intention sur la lecture que les membres du CSORI ont eue de ces lettres d'intention, ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont éventuellement peu compris, ce qui leur semble parfaitement en phase avec l'appel et ce qui leur semble plus, mériter peut-être de mûrir ou peut-être plus limite par rapport aux ambitions défendues. Voilà. Donc, sur cette base-là, les porteurs de la lettre d'intention écoutent, prennent toutes les notes qu'ils veulent et s'en servent comme ils le souhaitent pour déposer leur projet complet. Et après, les projets complets donnent lieu à une évaluation par 2 experts extérieurs plus un expert du CSORI. Et sur la base de ces retours-là, on fait un arbitrage qui, en général, permet de garder, en fonction du nombre de retours qu'on a eus, entre un quart et la moitié des propositions qui nous sont faites.
Donc, on est plutôt plus, on retient plutôt plus de projets que l'ANR, ce qui est normal parce qu'en fait, les projets répondent à des objectifs qui sont ciblés avec un appel. Et donc, bien sûr, on enrichit beaucoup le retour sur des propositions qui sont en phase avec l'attendu. Voilà. Donc, voilà comment ça se déroule. Ok, merci. Et du coup, dans cette phase du séminaire de co-construction, il n'y a pas d'éventuel, ou c'est par votre intermédiaire que ça se ferait, de rassemblement, de fusion entre deux propositions? Alors, tout le monde, dans ce séminaire-là, on va faire un tour de table où tout le monde va dire nous, on a une proposition, voilà les grandes lignes. Et donc, ça a pu être l'occasion pour certains de dire ah ben, ça a l'air assez proche. Éventuellement, on ne savait pas que vous existiez ou que vous aviez fait une proposition. Éventuellement, on peut peut-être réfléchir à essayer de fusionner nos projets. Donc, c'est arrivé plus d'une fois. Dans les temps anciens, dans le cadre de PSPE, il y avait cette modalité de faire fusionner des projets. C'est compliqué parce qu'effectivement, les équipes ont leur propre logique. En revanche, effectivement, si on trouve des choses très similaires, il n'y a rien qui nous empêche de jouer les entremetteurs et de dire bah, tiens, ce serait bien que vous ayez la possibilité de réfléchir à dépôt d'un projet commun, éventuellement en rajoutant ce qui était propre comme un des work packages supplémentaires dans l'enveloppe financière de 500 000 €. Donc, on peut jouer les entremetteurs. L'autre cas de figure qu'on a vu, c'est des gens qui disent on voit bien que notre projet émargerait à des questions d'écologie. Alors, on a trouvé quelques compétences, mais sans doute qu'on pourrait les renforcer. Est-ce qu'éventuellement, vous avez des idées de laboratoire qu'on pourrait essayer d'approcher pour voir si ils veulent bien rentrer dans notre dispositif? Alors, ça nous est arrivé d'aider à la marge des équipes à conforter leur consortium. Voilà. Merci. Donc, Olivier, vous avez vu que dans le chat, il y a une question sur pourriez-vous préciser les modalités pour récupérer les données d'épidémiosurveillance dont vous avez parlé? Donc, si vous avez un lien ou quelque chose, n'hésitez pas à le mettre en réponse à la demande de Constant de l'IFV. Je regarde ça tout de suite et je renvoie, ou je vous le renvoie par la suite. Mais Ben, écoutez, merci. Je crois qu'on a à peu près atteint. Allez-y, s'il y a une question. Oh, c'était c'était une toute petite intervention opportuniste. Donc moi, je suis Victor Dupuis, je suis l'animateur national du réseau 500 ENI dont Olivier a pu parler. Et bon, je ne veux pas court-circuiter ce moment de co-construction, mais s'il y avait des personnes intéressées par le réseau ENI ou de monter du projet avec notre réseau, n'hésitez pas à me contacter. Donc je peux mettre mon mail dans le chat. Et donc on a 10 ans de données sur la biodiversité et les pratiques agricoles, avec plein de possibilités à valoriser tout un réseau aussi là-dessus. Alors là, il y a eu un gros travail sur la valorisation des données 500 ENI et des publications scientifiques. Effectivement, donc on est parfaitement dans la droite ligne de ce qu'on essaye de financer. Alors là, c'est plutôt sur la valorisation de ces données-là, mais ça fait partie intégrante du processus. Donc, déposer des choses évidemment sur l'épidémiosurveillance en général, c'est quand même ça notre cible. En revanche, effectivement, le suivi des espèces émergentes et ou la mobilisation des données 500 ENI, si par hasard elles font sens, nous semblent des bases de données tout à fait éligibles pour déposer et ou creuser certains aspects de vos projets. À valoriser ou développer. Donc je mets mon mail dans le chat si vous êtes d'accord, pour tous ceux qui le souhaiteraient. Peut-être, ça ne gênera personne. Au pire, les gens ne le regarderont pas. Voilà. Alors, j'ai mis la procédure pour accéder à Epifit Extract sur le chat. Merci beaucoup. Encore une question ou deux? Alors moi, j'ai peut-être encore une question, c'est Jean, toujours Jean Lieven. Ma question, elle portait sur, alors je me projette déjà peut-être un peu trop loin, mais je pense que c'est important quand même. Comment vous voyez les choses en termes d'articulation, en termes d'animation? Donc nous, encore une fois, côté terrain, on anime du mieux qu'on peut les réseaux pour chaque filière, chaque région.
Demain, il y aura des projets en parallèle un peu, hein, ici, un peu plus scientifiques, qui tourneront autour de la SBT, mais c'est nouveau. Est-ce que vous avez imaginé déjà quelque chose en particulier? Un écho. Est-ce que vous avez imaginé quelque chose de particulier en termes voilà, d'animation un peu en parallèle de ces deux types de dispositifs? Alors, c'est une bonne question là, Jean, parce qu'en fait, effectivement, on a déjà réfléchi à ça. Et donc, déjà, pour le montage de l'appel, on s'est assuré qu'il y avait, d'abord, pour monter le périmètre, on a fait des séances dédiées dans lesquelles des gens de l'épidémiosurveillance étaient conviés à nous raconter comment se faisaient ces évolutions 2.0 de l'épidémiosurveillance. Et puis, juste avant de soumettre le texte dans la dernière ligne droite, on a donné la possibilité à un certain nombre de personnes de relire, donc soit du réseau ENI, soit de l'épidémiosurveillance, pour que si on ratait des éléments majeurs, ils aient la possibilité de le rajouter et ou de modifier la manière dont on l'avait rédigé. Alors, on a tenu compte de tout ça, mais ça veut dire qu'effectivement, il y a une forme de proximité avec cet axe épidémiosurveillance que l'on a bien perçu. Et donc, ça va donner lieu à une réflexion sur comment est-ce que l'on peut copartager une animation, à quel moment on le fait, est-ce que c'est au moment du lancement, est-ce que c'est à mi-parcours pour avoir déjà un regard critique un peu par rapport aux pratiques de terrain sur les premiers résultats des travaux. Je n'ai pas encore une idée très claire là-dessus, mais c'est clair que ça nous semble important, en tout cas, c'est dans l'état d'esprit, en tout cas, notre axe recherche et innovation vise de manière assez systématique à venir en appui à d'autres axes éco-phyto pour les parties qui concernent la recherche et l'innovation. Et on aime bien la co-construction d'une animation partagée. Voilà. On aime bien ça. Ça nous semble aller dans le bon sens. Il y a un intérêt commun, autant l'avoir réfléchi ensemble. Donc, c'est plutôt ça notre état d'esprit et notre philosophie. Voilà, après, on est ouvert. Okay, merci. Appel d'offres. Il se trouve que je suis impliqué dans un PPR, projet prioritaire, l'ANR Beyond. Là, il y a un nouveau métaprogramme qui se met en place au niveau de l'INRA qui s'appelle ISRISC. Donc voilà, l'épidémiosurveillance, on va dire, c'est quelque chose qui est très en lumière à l'heure actuelle. Là. Donc je voulais bien comprendre, en fait, moi, si je devais me positionner sur ce type d'appel d'offres, et ça m'intéresse, ça. En fait, qu'est-ce qui fait vraiment, quels sont les attendus, justement, par rapport à ce qui pourrait être attendu d'ISRISC ou du PPR. Moi, ce que je crois comprendre, c'est déjà des résultats à court, voire moyen terme, des résultats très concrets, très finalisés, et puis un ancrage, donc du coup un ancrage très fort avec des filières, quoi, avec des gens de terrain. Donc, merci pour cette question, Nicolas. Effectivement, on connaît bien le programme prioritaire de recherche Cultiver et protéger autrement, et notamment le projet Beyond. Il y a Samuel Soubéran qui est là. Je n'ai pas vu s'il y avait Cindy Maurice, mais en tout cas, on est en lien étroit avec elle. Donc, on sait qu'il se passe des choses sur des projets importants pour l'épidémiosurveillance, sur des pas de temps longs qui visent à essayer d'enrichir toutes les données qui peuvent être mobilisées pour faire une épidémiosurveillance, si possible en remontant aux sources de contamination. Donc, tout ça nous semble extrêmement intéressant. Vous avez vu ici qu'on a réuni 3 enjeux qui sont en partie couverts par des choses que l'on trouve dans d'autres projets. Dans les programmes ANR, il y a un certain nombre de projets aussi qui rappellent ces questions d'épidémiosurveillance-là qui peuvent avoir été formulées. Je pense à du suivi de risques de vol de criquets ou à des choses comme ça qui ont été financées dans le cadre de l'appel normal recherche de l'ANR. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on est dans un paysage où il y a déjà des propositions. C'est d'ailleurs un des critères que l'on regarde pour lancer un appel, c'est qu'on s'assure qu'il y a une communauté scientifique qui est capable d'apporter des améliorations au dispositif et donc qu'un certain nombre de technologies sont suffisamment mûres d'un point de vue scientifique pour des avancées
Et notre appel à projet vient donc comme un coup de pouce pour essayer de mettre en place des projets supplémentaires ou avec des acteurs élargis et notamment à destination des territoires et des filières pour avoir un ancrage le plus concret possible. Donc, vous avez souligné cette dimension et je pense qu'elle est réelle. Après, on a aussi financé des projets qui sont purement académiques et pour lesquels l'ancrage dans les territoires n'a pas vocation à être très fort. Et on peut imaginer que dans le cadre de l'épidémiosurveillance, un certain nombre de projets puissent ne pas avoir besoin de s'appuyer sur un réseau d'observation à ce stade. Voilà, donc c'est typiquement les genres de choses que l'on regarde au moment où on lit les lettres d'intention. Évidemment, ces projets-là, comme l'a mentionné Caroline, peuvent être mentionnés dans la lettre d'intention en disant ça complète quelque chose qu'on fait dans le cadre de ce projet ANR ou dans ce cadre de projet PPR et ou qui est soutenu par un métaprogramme. Et du coup, on voit quelle est la cohérence de la proposition dans un paysage dans lequel les équipes sont déjà amenées à intervenir sur d'autres aspects. Et cette complémentarité nous semble très profitable. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une rubrique en ce sens dans les lettres d'intention pour que l'on voit comment ça s'intègre et ça s'insère et qu'est-ce que ça apporte de nouveau par rapport à des projets déjà en cours. Voilà. Oui, rebonjour. Donc c'est Anne Xereb, je travaille au CBGP à l'INRAE de Montpellier et donc le projet que je développe, c'est la détection de ravageurs et de pathogènes à l'aide du nez du chien, qui est en relation avec donc l'ANR Beyond aussi, dans laquelle on n'est pas intégré, mais on a été rattaché après, petite propagule. Et donc ma question était de savoir, donc j'ai déposé un projet pour travailler sur des pathosystèmes de chercheurs qui sont dans l'ANR Beyond. Est-ce qu'il y aurait la possibilité d'avoir une liste de comment dire de cultures dans lesquelles il y a encore où les soucis sont majeurs pour la détection de certains ravageurs ou pathogènes ou d'espèces invasives qui arriveraient. Vous parliez tout à l'heure du datura dans des cultures où le chien serait, où on pourrait avoir vraiment un apport majeur dans ces cultures-là. Bon, je vois que vous êtes en train de faire votre marché, c'est bien. C'est aussi ouvert à ça, il n'y a pas de problème. Non, on ne dressera pas de liste. Il y en a de nombreuses qui existent. Déjà, on peut s'amuser à regarder les BSV et voir toute la couverture. Après, il y a une commission, la commission des usages orphelins, a fait un gros travail de clarification des situations qu'elle considère comme difficiles à gérer du fait du manque de solutions vraiment efficaces pour gérer un certain nombre de ravageurs. Et donc, je vous renverrai volontiers à ces travaux menés par la commission des usages orphelins, le CUO, pour avoir ces nouveaux éléments. Ce que vous avez mentionné, Datura, fait partie des situations qui ont été identifiées. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres qui vous viennent en tête, évidemment, vous nous écrivez et puis on verra ce que l'on peut faire. On a été jusqu'à 65 personnes pour ce webinaire. J'espère qu'il a répondu à vos attentes, qu'il a clarifié un peu l'état d'esprit dans lequel nous l'avons déposé et ouvert. Et donc, n'hésitez pas. Après, vous avez vu que j'ai annoncé quelle était l'enveloppe budgétaire prévisionnelle, des projets allant jusqu'à 500K pour une enveloppe de 2,5 millions. Ça veut dire que si chacun posait un projet à 500K, on aurait de quoi en financer 5. Ça, c'est ce que propose la maquette budgétaire. D'abord, tous les projets ne seront pas à 500 000 euros. Et après, nous avons l'habitude de classer des projets en liste principale et en liste complémentaire.
Et dans de nombreuses situations, nous avons réussi, si les projets étaient vraiment d'importance, à trouver comment faire une fongibilité entre les enveloppes pour en financer éventuellement 7, voire 8. Donc, ne vous arrêtez pas à cette ligne qui est le principe de base sur lequel nous nous sommes appuyés pour faire ce montage. L'important, c'est que nous ayons de nombreuses propositions. Oui. Très bien, merci Xavier pour ces informations. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, ben oui, n'hésitez pas, comme l'a rappelé Xavier, à nous écrire si vous avez d'autres questions à l'adresse animationecofito@titrail.fr. Et voilà, nous serons ravis d'essayer d'y répondre. Et donc, nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Et on attend vos projets avec impatience.